Salut à toi, qui va là, je suis le druide moderne. Et sois le bienvenu pour ce 6e concept du délirium. Cette fois-ci, après la misère symbolique, nous allons parler du concept de misère spirituelle. C'est à nouveau un concept produit par Bernard Stiegler, mais, pour le décrire, il nous faudra réaliser un assez long détour via les travaux de Edmund Husserl et ses développements sur la phénoménologie des objets temporels. Nous allons devoir passer rapidement sur certains éléments, mais pour avoir une bonne connaissance de ces idées, et si vous aimez le cinéma et la philosophie, nous vous invitons à consulter directement les enregistrements du cours de Bernard Stiegler. Le lien est en description. Ceci dit, nous devons décrire plusieurs concepts dont Stiegler a besoin pour décrire la misère spirituelle. Et d'abord expliquer ce qu'est la phénoménologie en général, et la phénoménologie des objets temporels en particulier. La phénoménologie est la discipline qui se donne pour but de décrire les manières avec lesquelles les objets et les phénomènes du monde nous apparaissent. C'est un terme apparu au XVIIIe siècle, et c'est Edmund Husserl qui, à partir de 1900, tâchera d'en faire une discipline scientifique. Dans ce cadre, Husserl a donné plusieurs cours et conférences qui ont été édités sous le titre « Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps ». Il tente d'y décrire la manière avec laquelle nous prenons conscience du temps. Or, pour décrire la conscience du temps, il se penche sur des objets qui sont eux-mêmes temporels. Et, selon Husserl, un objet temporel est un objet qui n'existe que par son écoulement dans le temps. Un objet temporel serait donc un morceau de musique, un film, ou le discours que vous écoutez actuellement. Si on cesse de le faire jouer, ou de le passer, il n'y a plus, effectivement, d'objet. Une mélodie n'existe que par l'égrainement des notes dans le temps. Husserl considérera donc les objets temporels, les objets qui s'écoulent dans le temps, pour tenter d'objectiver la manière avec laquelle notre conscience perçoit elle-même l'écoulement du temps. Il résulte de cette étude que le flux de notre conscience, pour Husserl, est continu, mais il serait émaillé d'éléments retenus, des rétentions. Comme un barrage retient l'eau d'une rivière, notre conscience se forme d'éléments retenus dans le temps, et Husserl relève les rétentions primaires et les rétentions secondaires. Pour décrire d'abord la rétention primaire, il faut comprendre que notre conscience ne retient, seulement, que quelques éléments parmi ceux que nous percevons, ce sont les rétentions primaires, R1. C'est ce que l'on retient dans ce qui vient tout juste de passer. Ce sont les éléments qui forment effectivement le flux de conscience. Stiegler précisera que les rétentions primaires, le retenu dans le tout juste passé, sont des sélections primaires, S1. Tout ce que nous percevons n'arrive pas à la conscience avec la même force, nous nous focalisons, nous mettons des accents, nous sélectionnons certaines choses particulières. Certains appelleraient cela peut-être des biais de confirmation. Nous ne prenons effectivement conscience que de certains éléments, lorsque de nombreuses choses, perçues par le corps, demeurent dans l'oubli, inconscientes. Notre flux de conscience est donc formé, selon Husserl, par les rétentions primaires. Les rétentions secondaires seront par contre des éléments retenus en mémoire aussi, mais à plus long terme, et non dans ce qui vient tout juste passer. Les rétentions secondaires sont les traces de ce que nous avons déjà vécu, et dont nous pouvons nous ressouvenir. C'est ce qui a déjà fait l'objet d'une prise de conscience, et que nous pouvons nous remémorer, une lecture passée, des vacances à la mer, les visages de nos parents, le souvenir d'un morceau de musique, etc. Or, ce sont ces souvenirs plus anciens,
qui vont avoir une influence sur ce dont nous pouvons prendre conscience aujourd'hui. C'est-à-dire que les rétentions secondaires, les souvenirs du passé, viennent orienter les rétentions primaires, ces choses dont on prend conscience aujourd'hui. Ce que l'on a déjà vécu, va orienter ce que l'on pourra percevoir à l'avenir. Par exemple, si c'est la première fois que vous entendez parler de ces théories phénoménologiques, ce que vous venez d'écouter doit vous paraître peu clair, voire tout à fait abscon. Car vous n'avez pas de souvenirs, ou rétention secondaire, sur ces sujets, et il vous faudra certainement réécouter cette vidéo, en méditer le contenu, pour comprendre mieux de quoi il s'agit. Si par contre vous avez déjà étudié ces problématiques, et avez déjà réfléchi aux articulations entre rétention primaire et rétention secondaire, alors ce dont il a été question précédemment devrait normalement vous paraître tout à fait clair. C'est pourquoi la répétition est nécessaire pour réaliser des expériences spirituelles intéressantes, plusieurs écoutes d'un même morceau, plusieurs lectures d'un même ouvrage, pour bien les comprendre. C'est alors que Stigler ajoute le concept de rétention tertiaire, R3, pour désigner tous les objets matériels, en tant qu'ils puissent être porteurs d'une certaine mémoire. Les rétentions tertiaires sont les objets que l'on perçoit, ce qui produira des rétentions primaires, des perceptions du moment, et qui formeront ensuite des rétentions secondaires, des éléments que l'on garde en mémoire à plus long terme. La rétention tertiaire, c'est l'objet matériel qui fait naître les R1 et qui permet de réactiver des R2. Pour développer et détailler, on peut évoquer le fait que des personnes proches puissent avoir vécu des événements communs, puissent partager des souvenirs communs. Des rétentions secondaires collectives. Ils pourront ainsi voir les choses de manière similaire, mais chacun gardera cependant un point de vue singulier sur le monde. Deux personnes en effet ne peuvent porter exactement les mêmes événements de vie, et s'être constitués des souvenirs secondaires identiques. Nous sommes tous singuliers, et portons tous des points de vue différents sur le monde. Et nous sommes nous-mêmes, du jour au lendemain, voire de minute en minute, différents à nous-mêmes. Nous pouvons voir nos rétentions secondaires évoluer et nos rétentions primaires se singulariser. La réécoute successive d'un morceau de musique nous l'enseigne bien. En fonction du nombre d'écoutes d'une pièce musicale, notre oreille s'affine, on apprend à l'apprécier. Mais on peut aussi s'en écœurer. C'est aussi ce qui apparaît dans les lectures successives d'un texte, en formant des rétentions secondaires, par des lectures successives. Les rétentions primaires deviennent plus précises et plus riches. Il est peut-être en fait nécessaire d'écouter plusieurs fois un morceau, pour vraiment l'apprécier, et de lire plusieurs fois un texte pour en saisir vraiment la portée, ou pour le faire sien. Et si nous avons bien compris les éléments précédents, nous pouvons tenter de présenter maintenant la misère spirituelle. La misère spirituelle est le fait, pour un individu, ou un groupe d'individus, de voir leur flux de conscience, massivement constitué par les industries culturelles de programmes. Les télévisions et les radios, et qui voient ainsi ces flux, se synchroniser, et se désingulariser. C'est la phase ultime de la misère symbolique, les fonctions intellectuelles elles-mêmes sont remplacées par des productions industrielles. La misère spirituelle serait donc apparue avec les médias de masse, TV, radio, vers les années 80 et 90. C'est-à-dire qu'avec les médias de masse analogiques, nous avons pu, en tant qu'individus, nous focaliser quotidiennement sur les mêmes objets temporels. Les diffusions en direct des chaînes de flux. En France, il y avait par exemple 5 ou 6 chaînes pour la télévision. Nous avions peu de choix, et nous avons pu voir nos rétentions primaires et secondaires se trouver hyper synchronisées par cette réception simultanée. C'est-à-dire qu'avec la télévision, nous pouvons tous voir les mêmes choses, les mêmes rétentions tertiaires,
et on en vient ainsi à tous avoir les mêmes images en mémoire. Et cette uniformisation des mémoires à long terme provoque l'uniformisation des critères de sélection des rétentions primaires, c'est-à-dire, de ce que l'on retient dans ce qui passe. Autrement dit, avec l'hypersynchronisation des mémoires, des rétentions secondaires, provoquées par les médias de masse, on en vient à tous voir les choses, et à penser, de la même manière. Les flux de conscience ont alors tendance à tous se ressembler, et à perdre leur singularité. Certaines personnes en ont perdu le sentiment d'exister. On en est arrivé à des cas critiques de passage à l'acte, et on peut tenter d'expliquer les phénomènes de tuerie collective, qui sont apparus à la fin du XXe siècle, par cette désingularisation totale de la conscience de leur auteur, une désubjectivisation, qui mène à la destruction de l'autre et de soi. La perte des singularités, ou uniformisation des consciences, abîme le sentiment d'exister pour soi-même, et le narcissisme primordial, l'amour normal qu'on se porte à soi-même. Ayant dit cela, on peut tenter de synthétiser une définition de la misère spirituelle comme l'uniformisation et la standardisation des manières de voir et de penser, du fait de l'uniformisation des souvenirs ou mémoires à long terme des individus, elle-même provoquée par l'hypersynchronisation des flux de conscience, rendue possible par la diffusion en masse d'images animées et de sons, par les chaînes de télévision et les radios hertziennes. Cette uniformisation est bien sûr très dommageable quant à la singularité des individus. Si la misère symbolique apparaît lorsque les machines prennent en charge les activités symboliques et culturelles, et privent les individus de la nécessité d'être actifs par ces pratiques, la misère spirituelle apparaît lorsque l'activité intellectuelle ou spirituelle des individus se trouve elle-même extériorisée et prise en charge par les machines. Les pensées elles-mêmes se trouveraient mécanisées et uniformisées. Mais, selon cette logique, depuis les années 80, la désingularisation aurait dû avoir provoqué des catastrophes psychosociales. Et les sociétés occidentales auraient dû s'être déjà complètement effondrées. Mais cela tient encore. Alors, de deux choses l'une. Soit c'est la logique de Bernard Stiegler qui est fausse, ce qui demeure possible. Soit il s'est produit un événement psychosocial qui a changé la donne. On penche pour la seconde option, et on fera l'hypothèse dans le délirium que, en effet, la numérisation de la société a permis la désynchronisation des individus. Et aura été cet événement, psycho-social, qui aura allégé les problèmes, liés à la massification des idées et des existences, et de la misère spirituelle. C'est ce que nous commencerons à développer, dans les tout prochains concepts du délirium.